Bienvenue sur Mise au point. Actualité, géopolitique, société, analysée sans détour. Abonnez-vous pour ne rien manquer et donnez-nous votre avis. Idriss Aberkane. Chercheur, conférencier, spécialiste des systèmes géopolitiques complexes. Ce que vous allez entendre a été dit en direct, avant que les médias français ne construisent leur récit officiel. Un seul chiffre résume tout, 27%. C'est le taux d'approbation de la guerre en Iran aux États-Unis, contre 29% pour le Vietnam, après 20 ans de conflit. Cette guerre est déjà moins populaire que le pire fiasco militaire américain de l'histoire moderne. Clairement, le scénario que Trump souhaitait a échoué. Point, c'est terminé. J'ai attendu mardi plutôt que lundi pour tirer cette conclusion parce que lundi, il y avait encore quelques chances. Aujourd'hui, mardi, le scénario que voulait Trump est un échec total. Une guerre à la vénézuélienne avec une guerre spectacle, un exécutif ennemi décapité et ensuite des négociations en position de force. Ça a complètement échoué. Et pourquoi ça a échoué ? Déjà parce que c'est pas du tout ce que veut Netanyahou. Autant Netanyahou que le Venezuela saute, il est très content. Il voulait pas du tout une guerre longue avec le Venezuela. Enfin, ça le gênait pas du tout. Donc, en tout cas, on est maintenant dans une guerre qui est en train de déterminer la fin de l'Empire américain. Et je vais vous donner évidemment, tout à travers tout ce direct, des chiffres, des points d'appui, des éléments qui permettent de vous faire une opinion là-dessus. On va commencer par un chiffre simple. À la fin de la guerre du Vietnam, 1975, pour les États-Unis, bien sûr, la guerre du Vietnam a continué avec la Chine par la suite. Mais à la fin de la guerre du Vietnam, l'opinion favorable à cette guerre aux États-Unis était de 29%. 29%. Donc c'est 2 fois la cote de popularité d'Emmanuel Macron, par exemple. Dites-vous bien que Emmanuel Macron est 2 fois moins populaire que la guerre du Vietnam en 75. Ça vous donnera vraiment une base. Eh bien, à la fin de la guerre du Vietnam, donc, c'était 29%. Et en fait, aujourd'hui, au début de la guerre en Iran, c'est 27%. Ça veut dire que vous avez une guerre aujourd'hui, en Iran, qui est moins populaire que la guerre du Vietnam après 20 ans de conflit. D'abord indirect, puis ensuite direct avec l'escalade dans les années 60. Voilà la situation. Rien que ce chiffre-là, je pense que voilà, vous avez déjà compris l'essentiel. Mais c'est loin d'être fini. Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça signifie qu'un false flag est vite arrivé. Eh oui, parce qu'il n'y a rien de tel, si vous voulez une guerre longue, qu'un porte-avions américain soit coulé, par exemple, que vous ayez quelque chose de choquant, quelque chose d'impressionnant. Et là, l'opinion, s'il y avait un Pearl Harbor, évidemment, les choses seraient complètement différentes. Mais le problème, c'est qu'il y avait beaucoup de Moyen-Orient à remodeler. Il y avait l'Afghanistan, il y avait l'Irak, il y a eu la Syrie. Bon, il y a eu tout un tas d'autres zones à remodeler. Et au final, tout ça, ça a renforcé l'Iran. C'était ça le problème. Et vous retrouvez évidemment cette phrase, ce verset coranique, « Il complote, mais Dieu est le meilleur comploteur ». Pour les soufis, le bon Dieu, ce qu'il aime faire, c'est vous mettre à 2 doigts, quand vous êtes un méchant, quand vous êtes un salopard, c'est de vous mettre à 2 doigts de votre objectif. Quand vous êtes un grand comploteur, ce que Dieu adore faire, c'est de vous faire caresser votre objectif, que vous soyez presque à sentir sa forme, sa texture entre vos mains. Vous savez, c'est comme cette scène dans Casino. Dans Casino, vous avez un flambeur japonais qui ratiboise le casino. Donc, il bat complètement le casino, il repart avec des millions. Et vous avez Robert De Niro, qui représente d'ailleurs monsieur Rothstein, si je ne m'intéresse pas. Et oui, on dit Rothstein pour ce monsieur, pas de problème. Rothstein en français. Qui dit non mais ça s'est pas passé comme ça, on n'est pas fou, il nous a ratiboisé. Alors on a décidé on a payé le pilote de son jet privé pour dire qu'il avait un incident, qu'il était défectueux. Et puis ensuite on lui a fait rater à ce flambeur japonais tous les vols commerciaux. Donc on l'a fait revenir à l'hôtel. Alors là on lui a donné un étage complet pour lui, etc. Et il s'est remis à jouer. Et il a commencé à jouer lentement, avec de faibles mises. Et ensuite, on connaissait bien la psychologie de ce mec. Il s'est mis à miser plus. Et à la fin, il nous a rendu le million qu'il nous avait pris et il a perdu 2 millions de sa poche. Et ça, c'est exactement ce qui se passe. Dans l'histoire du monde, des grands comploteurs qui étaient à 2 doigts d'atteindre leur objectif,
et qui parfois avaient pu comploter à travers une continuité dynastique sur 1000 ans en plus, ont été à 2 doigts de toucher leur objectif. Ils le sentaient, ils le voyaient, l'hubris était là. Oh, regardez tout ce qu'on a fait. On a un plan en 25 lettres, il nous manque plus que la 26e. On a fait A, B, C, D, E, F, G, H. Regarde, à chaque fois, ça nous a renforcés, ça nous a prouvé qu'on était bons, ça nous a prouvé qu'on était les meilleurs, ça nous a prouvé qu'on était invincibles. Et la dernière, échec total. Échec absolu. C'est exactement ce que vous retrouvez dans la sourate de la caverne avec Al-Khizr, le verdoyant. C'est cette capacité qu'a le grand maître de la subtilité, qui est donc Al-Khizr, le maître du latif, le nom divin Al-Latif, le subtil, de faire en sorte que les méchants soient toujours à 2 doigts de leur objectif et que ça leur échappe. Voilà. Et pour moi, c'est clairement ce qui va arriver. J'en suis absolument convaincu, c'est clairement ce qui va arriver. Vous avez ce qu'on dit, il y a loin de la coupe aux lèvres. Vous avez cette petite maxime dans The Witcher, le jeu vidéo. Vous avez le maître de Gérald de Rive dans The Witcher qui lui dit avant d'être pendu, demande à boire un verre d'eau. Tout peut arriver avant qu'on ne la puise. Et c'est exactement ça. Tout peut arriver, même dans le dernier moment, même dans la dernière seconde. Tout peut arriver. Là, en tout cas, tout semblait parfaitement marcher avec le 11 septembre. Parce que y a eu l'Irak, alors c'est génial, l'Afghanistan, l'Irak, etc. Tout, c'était merveilleux, merveilleux. Netanyahou se régalait. En plus, il a pu envahir. Alors c'est pas lui, mais il a pu envahir le Liban. Bon, il se régalait, il se régalait. Et puis quand même, il y avait un problème, c'est que tout ça, ça a renforcé l'Iran. Mais c'était pas un souci parce qu'à la fin, on devait finir sur l'Iran. Ça devait être le coup de grâce, ça devait être le grand final. Le problème, c'est que la guerre en Irak, elle a renforcé qui? L'ennemi de l'Irak, qui est l'Iran. Elle a renforcé les chiites en Irak, bien sûr. Et puis, toutes les autres guerres, en fait, dans la région, elles ont renforcé la grande puissance régionale, qui est l'Iran. Encore une fois, à chaque fois, Netanyahou disait, mais c'est pas grave, on va terminer sur l'Iran. Alors, Obama l'en a empêché. Obama a été compromis sous plein d'aspects. Il a été pour la guerre en Ukraine, qui était elle aussi voulue par Netanyahou, parce qu'il y avait cette idée de frotter ces salopards de Slaves ensemble pour les limer complètement. C'est tout à fait ce qui s'est passé. Mais elle aussi, d'ailleurs, elle a échoué. Elle a échoué. Les Russes, par exemple, ces salopards de Cosaques, selon ces gens, ils ont gagné en population. Ils ont récupéré 4 millions d'habitants du Donbass. Donc même en admettant qu'ils aient perdu 1 million de soldats, ce qui est vraiment pas du tout le cas, mais même en prenant les chiffres complètement délirants, les chiffres les plus élevés que vous puissiez, ils auraient gagné 3 millions d'habitants en net. Donc la population russe a augmenté après cette guerre, puisqu'elle récupère 4 millions d'habitants du Donbass. Donc même en supposant qu'elle ait perdu 1 million, ce qui encore une fois n'est pas le cas, elle a gagné. Bon. Plus les ressources naturelles, les Ukrainiens, les Ukrainiens nazis, les vrais antisémites en Ukraine, ils ont été punis. Bon, ils se rendaient pas compte qu'ils s'alliaient avec leurs pires ennemis, mais bon, ils ont été punis. Bon, c'est tant mieux, ça leur fera les pieds, je veux dire, il n'y a pas de problème. Chacun doit subir les conséquences de ses actes, mais les Russes, qui devaient être punis aussi, les Rothschild, évidemment, ça fait des années qu'ils veulent déglinguer Poutine, eux, ils se sont renforcés. Donc là, déjà, il y a un truc qui n'a pas marché. Ça s'est pas passé comme prévu. Or là, maintenant, pour l'Iran, encore une fois, ce que voulait Trump, c'était un magnifique succès en quelques jours. Alors, il pouvait se permettre d'avoir que ça soit pas réglé lundi. Et c'est pour ça que j'ai pas fait cette vidéo lundi soir. Alors que pourtant, dès lundi soir, ça commençait à puer, honnêtement. Mais il avait un moyen de gagner du temps. Le premier moyen, c'est d'injecter des liquidités dans les marchés financiers. Parce que, par exemple, c'est ce que font, typiquement, c'est ce que font les milliardaires américains pro-israéliens. La bourse de Tel Aviv a explosé. Elle a même tapé son ATH. Elle a tapé un all-time high. Ça, c'est pas compliqué parce qu'une bourse régionale, une petite bourse comme celle-là, quand vous êtes capable de lui injecter des liquidités depuis les États-Unis, par exemple, à la faire léviter, c'est très simple. Le problème, c'est de faire léviter la bourse américaine. Faire léviter la bourse de Tel Aviv, vous pouvez faire ça, je pense, 6 mois, 1 an. Peut-être que j'exagère, mais à mon avis, vous pouvez faire ça pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Alors, ça, c'est sûr. Faire léviter la bourse de Tel Aviv, vous pouvez le faire plusieurs semaines ou plusieurs mois. Faire léviter la bourse de New York, compliqué. C'est en jours que vous comptez, parce que chaque fois que vous le faites, ça va vous coûter plus cher, quoi. À un moment donné, ça va se payer. Pour l'instant,
Trump a encouragé ses contacts à faire léviter la bourse de New York pendant les premières 24 heures du conflit, et là on commence à sentir déjà les premiers cas de faiblesse. Vous avez eu aussi des manipulations sur le cours de l'argent, hein. Jane Street et JP Morgan, qui a déjà été condamné pour ça. Jane Street, qui a été condamné, qui a été viré de l'Inde pour avoir manipulé les cours. C'est Jane Street qui était responsable des fameuses manipulations de 10 heures du matin sur le Bitcoin. C'est complètement illégal, mais voilà, c'était eux. Jane Street a manipulé les cours de l'argent et les cours de l'or, mais ça peut pas durer indéfiniment. C'est quelque chose qui vous achète un peu de temps, mais vous pouvez pas le faire pendant la totalité d'un conflit qui va durer. Pour ne pas manquer nos prochaines analyses, abonnez-vous, c'est gratuit. Et laissez un commentaire, votre avis nous intéresse.